Dans cette analyse, nous explorons le document intitulé Burnout. On va se pencher sur un phénomène clinique complexe, cette fatigue chronique qui refuse tout simplement de céder au repos. C'est une véritable défaillance prolongée des mécanismes de récupération naturels de l'organisme. On connaît tous des situations où une personne a absolument tout tenté pour récupérer son énergie, mais reste figée dans un épuisement profond. L'idée ici est d'aborder la mécanique interne de ce phénomène avec un regard clinique, posé et totalement objectif. Face à cette énigme, on observe des personnes qui ont écarté toutes les causes physiologiques et biologiques possibles grâce à des bilans médicaux complets. Et pourtant, la fatigue reste omniprésente. Le repos classique, que ce soit de longues nuits de sommeil en théorie réparatrice ou de longues semaines de vacances, ne suffit plus à restaurer le corps. La personne se retrouve vidée, sans désir, sans projet, face à un sentiment de perte de sens qui est loin de constituer son état de base. Il est vraiment fondamental de distinguer deux types de fatigue qui peuvent se ressembler en surface, mais qui sont profondément différentes. D'un côté, il y a la fatigue énergétique, celle qu'on ressent après un effort physique ou intellectuel intense. Celle-là répond au repos et s'efface avec une bonne nuit de sommeil. De l'autre côté, on trouve la fatigue d'état neurovégétatif. Et là, ce n'est pas une simple panne d'énergie. C'est en réalité une organisation protectrice du système nerveux qui s'est installée de manière durable, très souvent après une longue période de suractivation. La réalité clinique nous montre que cette souffrance chronique tire souvent son origine d'une ancienne stratégie de survie. Une hypervigilance, un besoin de contrôle constant ou une exigence de performance extrême ont pu être des solutions très utiles dans le passé pour traverser des épreuves. Le souci, c'est que ces solutions se sont automatisées au sein de branches spécifiques du système nerveux. Cette même vigilance qui protégeait autrefois empêche aujourd'hui de trouver le sommeil ou de s'apaiser, ce qui crée une boucle dont il est difficile de sortir. Pour bien saisir ce mécanisme d'automatisation, on peut s'appuyer sur la théorie polyvagale de Stephen Porges qui décrit 3 états du système nerveux autonome. Le tout premier, c'est l'état ventral. Il porte ce nom car il est physiologiquement lié à la branche ventrale du nerf vague. C'est l'état de la connexion sociale, du calme et de la disponibilité. En somme, c'est l'état d'équilibre et de sécurité que le corps cherche idéalement à retrouver pour se régénérer de manière parfaitement naturelle. Ensuite, il y a le deuxième état, l'état sympathique. C'est lui qui est responsable de la mobilisation de l'organisme. Il prépare le corps à l'action immédiate, au combat ou à la fuite dès qu'un stress ou une menace est perçu. C'est exactement cet état qui nourrit l'hypervigilance dont on parlait juste avant. Il maintient une activation très élevée et exige d'énormes ressources physiologiques pour rester sur le qui-vive. Cela explique la dépense d'énergie massive et continue que subit l'organisme. Le troisième état est l'état dorsal. Il s'agit de la réponse neurobiologique la plus archaïque de notre corps. Il se traduit par un figement, un retrait et un effondrement protecteur. Cet état s'active presque comme un réflexe quand les stratégies de combat ou de fuite du système sympathique ont échoué ou quand elles sont totalement épuisées. Le corps se met alors en mode survie en ralentissant drastiquement toutes ses fonctions vitales. C'est précisément cet abaissement métabolique radical qui engendre cette fatigue profonde et inébranlable. Cliniquement, le burn-out chronique se présente comme un système bloqué, incapable d'effectuer ses transitions naturelles. On le voit bien avec l'image de ce balancier. Le système oscille en permanence entre un état sympathique épuisé, source d'une grande agitation interne, et un état dorsal installé qui provoque l'épuisement et le retrait. Cette oscillation incessante restreint l'accès à l'état ventral et prive la personne de sa capacité physiologique à ressentir un véritable apaisement et à se connecter aux autres. Il est très intéressant de considérer le corps humain comme une immense pharmacie. Quand le système neurovégétatif fonctionne pleinement dans son état ventral, il synthétise en continu ses propres molécules régulatrices. Le GABA vient calmer le cerveau, les endorphines atténuent la douleur, la sérotonine régule l'humeur et l'ocytocine favorise le lien social. Mais lorsqu'un état dorsal est installé, il bloque activement la synthèse de ces molécules. Restaurer le système nerveux, c'est lever ce blocage pour que le corps puisse relancer sa propre pharmacopée naturelle. Dans cet état dorsal installé, on observe très souvent ce qu'on appelle l'inversion du matin. En temps normal, chez une personne dont le système est régulé, le sentiment de sécurité de l'état ventral s'installe avant l'activation du réveil. Dans le cas du burn-out chronique, cette logique biologique est inversée. Le système sympathique provoque une violente décharge de stress pour tenter d'arracher le corps au figement dorsal. Résultat, l'angoisse et l'agitation frappent avant même que l'esprit ne soit pleinement conscient, plongeant le corps dans le stress dès les premières secondes de la journée. Toute cette dynamique interne fait écho à des réflexions philosophiques très anciennes. Dans la Rome antique, Sénèque faisait déjà la distinction entre l'occupation frénétique et la contemplation, qu'il jugeait absolument nécessaire. Sa pensée est résumée par cette idée : ce n'est pas en allant plus vite que l'on rattrape ce qui nous fuit, c'est en s'arrêtant.
Cette citation met en lumière le coût réel de ce repos que l'on oublie dans nos vies modernes, où ne rien faire est souvent perçu avec beaucoup de culpabilité. De son côté, la pensée taoïste apporte le concept de l'action sans forçage. Si on applique cela à notre sujet, cela veut dire que pour sortir de la fatigue d'état neurovégétatif, il ne faut surtout pas faire un effort supplémentaire pour se reposer. Le repos s'échappe quand on cherche à le forcer. La clé est de créer les conditions, tant internes qu'externes, pour simplement laisser le système nerveux accomplir ce qu'il sait faire de manière parfaitement naturelle. Cette notion d'intelligence corporelle trouve aussi un écho dans les écrits d'Ethiel et Soum. Elle suggère qu'il existe en chaque être humain une réponse bien plus ancienne que toutes les questions qu'il peut se poser. Notre corps possède en lui une capacité archaïque à s'auto-réguler et à guérir. Le travail clinique consiste donc à redonner la parole à cette intelligence corporelle en éliminant les barrières qui l'étouffent. Et cela commence par lever la pression constante de la performance et l'injonction incessante à la productivité. Sur le plan pratique, cela demande un véritable changement de perspective. Quand on vise directement le repos, on crée souvent une injonction et une pression qui vont immédiatement réactiver le système sympathique. L'alternative, c'est d'orienter son attention vers la sensation interne que l'on désire. On peut se demander comment on aimerait se sentir à l'intérieur. Que ce soit un besoin de calme, d'ancrage ou de légèreté, c'est beaucoup plus efficace que de s'imposer l'obligation rigide de dormir ou de récupérer. Ce changement de cap débute par des gestes très simples au réveil. La première chose à faire est d'observer son corps quelques instants, sans chercher à juger, juste pour prendre la météo intérieure. La deuxième étape, toujours en restant allongé, consiste à ressentir le soutien physique du matelas sous le poids de son corps. Ce ne sont pas de simples métaphores. Ces petits gestes envoient un signal somatique direct de sécurité au nerf vague ventral, ce qui ancre la théorie dans une action physique très concrète. Au cours de la journée, il est recommandé de s'accorder 10 minutes de non-activité totale, sans la moindre stimulation. À cela s'ajoute une pratique neurobiologique spécifique qui consiste à s'offrir un toucher lent et bienveillant, par exemple sur les bras. La lenteur du geste est ici une nécessité clinique stricte car elle va stimuler spécifiquement les fibres cétactiles. Ces terminaisons nerveuses réagissent uniquement à une pression légère et à un mouvement lent. Les stimuler indiquent au système qu'il est en sécurité, ce qui déclenche la libération naturelle de cytocine, l'hormone de l'apaisement. Pour clore la journée, l'exercice du soir consiste à chercher un moment précis où un calme non forcé a pu se manifester. L'idée n'est pas d'évaluer une performance, mais plutôt d'informer le système nerveux qu'il est encore tout à fait capable de générer cet état interne par lui-même. Rien qu'en remarquant ce calme, on active le processus de neuroplasticité. On commence ainsi à tracer de nouveaux chemins neuronaux, solidement associés à la sécurité et au repos. Cette capacité latente de régulation est bien illustrée par une observation clinique. Un patient avait oublié par accident de prendre sa médication un matin et il a ressenti une clarté tout à fait inattendue. Bien sûr, le but n'est absolument pas d'encourager l'arrêt des traitements. L'idée est simplement de noter que cet oubli fortuit a révélé un signal important. Le système nerveux avait fait suffisamment de chemin en arrière-plan pour initier un début de régulation autonome, ce qui démontre la résilience profonde de l'organisme en voie de guérison. Il y a des précautions cliniques essentielles qu'il faut scrupuleusement respecter. Par exemple, imposer du repos à un système qui est bloqué en état dorsal ne fonctionne pas. Il faut aussi éviter de promettre des guérisons rapides, car le système nerveux a besoin de beaucoup de temps pour réapprendre à se réguler. Et surtout, il est impératif de ne jamais interrompre ou modifier un traitement médicamenteux de son propre chef. Tout ajustement doit impérativement se faire sous supervision médicale stricte. Toute cette analyse nous invite finalement à changer notre regard. Le corps ne devrait plus être perçu comme une machine défaillante qu'il faudrait contraindre pour la réparer. Il ressemble bien plus à un gardien épuisé qui a porté de très lourdes charges pour nous protéger pendant des années. L'approche consiste donc à reconnaître le travail de cette part protectrice et à lui donner explicitement la permission de se reposer. On peut alors se demander comment la trajectoire de guérison pourrait évoluer si l'on arrêtait de combattre son propre système nerveux pour enfin commencer à l'écouter. Ce contenu vous est proposé par Dr Sandrine de Montsabert dans la formation à la méthode Integria Parle pour être.